L'actualité ne rate jamais sur la télé panafricaine. Mesdames et messieurs, nous vous apportons les nouvelles de ce samedi. À la Haine, un calme précaire règne ce samedi matin au sud Kivu après des violents affrontements entre l'armée congolaise appuyée par les combattants Wazalendo et les rebelles du M23. Les combats qui ont débuté vendredi soir ont secoué plusieurs localités de la province, notamment dans les territoires de Calais et de Kabaré. Toujours à la Haine, le gouvernement congolais est actuellement en pourparlers avec l'AS Monaco, célèbre club de football, pour établir un partenariat visant à promouvoir la RDC et son tourisme. Ce partenariat permettrait de donner une visibilité internationale au pays et de mettre en avant ses richesses naturelles et culturelles. Et puis, le Niger et l'Iran ont signé un protocole d'accord renforçant leur coopération sécuritaire lors d'une visite de 2 jours d'une délégation iranienne à Niamey. Cette visite fait suite à celle du Premier ministre nigérien à Téhéran en avril 2023. On sera sur place à la fin de ce journal. À toutes et à tous, bienvenue. Un calme précaire est signalé ce samedi matin dans la province du Sud Kivu, tout juste après des violents affrontements entre l'armée congolaise appuyée par les combattants Wazalendo et les rebelles du M23. Les combats qui ont débuté vendredi ont secoué plusieurs localités de la province, notamment dans les territoires de Calais et de Kabaré. Reportage. Un calme précaire règne ce samedi matin au Sud Kivu après des violents affrontements entre l'armée congolaise, appuyée par les combattants Wazalendo et les rebelles du M23. Les combats qui ont débuté vendredi soir ont secoué plusieurs localités de la province, notamment les territoires de Calais et Kabaré. Plusieurs sources, y compris des habitants de la région et des organisations de la société civile, confirment les affrontements. Des témoins rapportent avoir entendu des tirs nourris et des explosions, et certains ont été contraints de fuir leur maison. La situation dans les Sud Kivu est tendue depuis plusieurs mois, avec une recrudescence des activités du M23. Les groupes rebelles qui a repris les armes en 2022 accusent le gouvernement congolais de ne pas respecter les accords de paix signés en 2013. L'armée congolaise, appuyée par les combattants Wazalendo, a lancé une offensive contre les M23 dans le but de les déloger de ses positions. Les Wazalendo, un groupe armé qui a combattu aux côtés de l'armée congolaise contre les M23 dans le passé, ont rejoué la lutte contre les rebelles. La population civile est prise en otage dans ces affrontements. Des milliers de personnes ont été déplacées de leur foyer et les conditions de vie dans les camps de déplacés sont difficiles. Les organisations humanitaires s'inquiètent de la situation humanitaire et appellent à un cessez-le-feu immédiat. La communauté internationale exhorte toutes les parties au conflit à cesser les hostilités et à privilégier les dialogues. Alors que le calme est revenu ce samedi matin au Sud Kivu, la situation reste précaire. Les combats pourraient reprendre à tout moment et la population civile reste exposée au risque. Il est important de suivre de près l'évolution de la situation et de soutenir les efforts de paix et de dialogue. L'insécurité persiste à Goma avec un nouveau drame qui s'est produit cette semaine. Une femme enceinte a été assassinée par des bandits armés dans les quartiers Lac-Vert à l'ouest de la ville. Les assaillants ont pénétré dans la maison de la victime, l'ont abattu devant ses enfants avant de disparaître sans rien prendre. Ces meurtres portent à 5 le nombre de personnes tuées en moins de 70 heures dans la ville de Goma. Reportage. La ville de Goma est en proie à une vague de violences meurtrières qui sème la terreur parmi ses habitants. En l'espace de quelques jours, au moins 5 personnes ont été tuées dans des circonstances tragiques, tandis que plusieurs autres ont été blessées ou dépouillées lors de multiples attaques menées par des bandits armés. Lundi 6 mai, une femme enceinte est froidement abattue par des bandits armés au quartier Lac-Vert. L'attaque a eu lieu sous les yeux de son mari et de ses enfants qui ont assisté impuissamment au drame. Mardi 7 mai, le corps d'un présumé voleur armé, tué par des militaires de l'AFC M23 lors d'une intervention à Kizibade,
est retrouvé avec une arme. Un taximène est également retrouvé sans vie au quartier Imbi, portant des traces des coups de couteau au niveau du cou. Vendredi 9 mai, un présumé voleur est brûlé vif par une foule en colère au quartier Katoï, après une tentative de vol nocturne. Le même jour, un autre corps est retrouvé au quartier Majengo, vêtu d'une tenue militaire. Ces assassinats s'ajoutent à une série de vols et d'actes de violence qui touchent plusieurs quartiers de Goma, notamment Ndosho, Majengo, Mugunga, Mabanga Nord, Keshero et Lac Vert. Dans la nuit du 8 mai, lors d'un couvre-feu, des effets militaires dont 10 fusils AK-47, 32 chargeurs et 3 explosifs ont été découverts dans des habitations civiles à Katoï. Les suspects arrêtés sont accusés d'être à l'origine de nombreuses exactions dans la région. Le gouvernement congolais a dénoncé les violences perpétrées par l'AFC M23 soutenu par l'armée rwandaise. Il accuse les groupes des crimes de guerre, notamment plus de 308 assassinats, 124 cas de viol, 315 cas de torture, des centaines de recrutements forcés et plusieurs cas de spoliation et de destruction du meuble public entre avril et mai 2025. Le ministre congolais de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani Luko Bihango, a qualifié ces actes de violence flagrantes au droit international. Le gouvernement appelle la communauté internationale à agir de toute urgence pour restaurer la paix et la souveraineté nationale dans les zones affectées. Toujours dans la province du Nord Kivu, les maires de la ville de Butembo lancent un appel à la population pour faciliter les passages des véhicules de la MONUSCO. Ces véhicules sont chargés d'évacuer les militaires qui se sont réfugiés au quartier général des Casques Bleus à Goma après l'entrée du M23 dans la ville. Les maires soulignent l'importance de la collaboration avec la mission onusienne pour assurer la sécurité et le bon déroulement des opérations d'évacuation. Il est dans ses propos recueillis pour moi, commissaire supérieur principal Mo Wabaeki Teli Roger, maire de la ville de Butembo, demande à toute la population de la ville de laisser libre passage aux véhicules de CICR et de la MONUSCO venus à la rescousse de nos compatriotes, sachant qu'ils ont facilité leur déplacement de Goma à Lubero. Eu égard à cet acte humanitaire posé à notre faveur, un appel pathétique est lancé à tous quant à ces. Le contrevenant subira la rigueur de la loi. Fait à Butembo le 9 mai 2025. Hier, vendredi, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a reçu le docteur Mohamed Ibn Chambas, émissaire du président ghanéen John Dramani Mahama. Chambas était porteur de la candidature du Ghana au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme pour la période 2026-2029. Le docteur Chambas a souligné que les candidats ghanéens et les seuls soutenus par l'Union africaine. Il a également affirmé que le président Félix Tshisekedi a assuré le soutien de la République démocratique du Congo pour que l'Afrique occupe ces postes pour la première fois. Je l'ai annoncé dans les sommaires. Le gouvernement congolais est actuellement en pourparlers avec l'AS Monaco, célèbre club de football français, pour établir un partenariat visant à promouvoir la RDC et son tourisme. Ces partenariats permettraient de donner une visibilité internationale au pays et de mettre en avant ses richesses naturelles et culturelles. Suivez cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres. Le ministre des Sports et Loisirs a fait le point du projet du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et l'AS Monaco pour la visibilité et le développement du football. Il a souligné que ce club a une histoire dans le football mondial et un lien particulier avec notre pays. Nombreux sont ces joueurs d'origine congolaise qui y ont joué ou effectué leurs premiers pas.
à l'instar de Chris Chabani Nonda, Dieu merci Mbokani, Marcel Tisserand ou encore Benoît Badiachile. À ce titre, un partenariat avec l'AS Monaco offrirait à la République démocratique du Congo une plateforme de visibilité exceptionnelle à travers l'image de marque associée, prestige et notoriété, améliorant sa perception internationale et attirant potentiellement des investisseurs dans le secteur du sport, économie et industrie des sports et dans d'autres secteurs. Des initiatives de communication conjointes au travers des campagnes promotionnelles mettant en avant la culture, le tourisme et le potentiel du pays touchant un public international diversifié. Des événements et des matchs amicaux en RDC ou à Monaco. La présence du pays sur les supports de communication du club. La formation est l'autre facette de ce partenariat. Elle rejoint deux points importants, des objectifs du gouvernement à travers le ministère des Sports. La nécessité de mettre en place une académie des sports et la construction prochaine d'un institut national des sports et de la performance, fruit du partenariat franco-congolais. Ce projet de partenariat est étalé sur une période de 3 ans. Il implique d'autres secteurs importants du gouvernement, tels que le tourisme, le commerce extérieur, les finances, l'économie, la santé, etc. Le ministre des Sports et Loisirs a précisé que ce partenariat ouvrirait de nouvelles perspectives sportives et économiques à toutes les parties, car il s'agit d'un échange structurant pour l'avenir, un projet ambitieux qui dépasse le cadre sportif et vise à construire un modèle de coopération durable. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où hier, vendredi 9 mai 2025, la Cour militaire a entamé une audience publique en matière répressive. Plusieurs affaires opposant les ministères publics à des prévenus poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, violation des consignes et évasion des détenus sont examinées. Monsieur le Président de la Cour militaire, mon colonel, la police de Diaster a dit pour vous rendre raisonné et vous présenter les prévenus qui doivent comparaître à l'hôtel de 16 jours. Commandant, police d'audience. Adjudant chef commandant de Jean Bédier. Parmi les dossiers en cause figurait celui des messieurs Kouratabo Moussoubi alias Akson Sana, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. Celui-ci a déjà rejoint les mouvements insurrectionnels CRP de Thomas Lubanga Dilo, allié à la rébellion du M23 par RDF. Outre ce dossier, la Cour examine également les cas du colonel Bouchoukundi Matembela et consorts, poursuivis pour violation de consignes, évasion des détenus. L'autre dossier a opposé les ministères publics à M. Abibou Sebou Maïse et Esther Matourou du PDDRCS accusés de détournement des deniers publics. Lors de cette première audience, les avocats du colonel Bouchoukundi Matembela ont plaidé pour une liberté provisoire en faveur de leur client, mettant en cause son état de santé. Sans donner une réponse à la requête, séance tenante, la Cour a renvoyé l'audience au vendredi 16 mai courant. Précisons que, depuis l'instauration de l'état de siège, plusieurs auteurs des faits infractionnels ont déjà été condamnés et d'autres interpellés. Tout ceci prouve à suffisance que l'état de siège à l'Ituri, chapeauté par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a rapproché davantage la justice aux justiciables. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire, mon colonel, le séjour est suspens. L'audience de séjour est suspens. Les prévenus sont mis à la disposition du service pour la arme. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, est arrivé à Kampala à la tête d'une délégation des députés. Cette visite de 2 jours vise à consolider les relations entre la RDC et l'Ouganda, notamment au niveau parlementaire. Malgré les efforts de rapprochement, une méfiance persiste côté congolais. La mission de Vital Kamerhe vise
à lever les zones d'ombre et de renforcer la confiance entre les deux pays. Reportage. Le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe, est arrivé à Kampala ce mardi soir à la tête d'une délégation des députés pour une mission de 2 jours. Cette mission vise à renforcer la diplomatie parlementaire entre la RDC et l'Ouganda, mais aussi à dissiper les tensions qui persistent entre les deux pays. Malgré une coopération militaire active, la méfiance demeure du côté congolais. Kinshasa s'inquiète notamment du passage régulier sur le sol ougandais de certains opposants, dont Thomas Lubonga, ancien détenu de la Cour pénale internationale, qui a récemment annoncé la création d'un mouvement politico-militaire contre le pouvoir en place. La visite de Vital Kamerhe s'inscrit dans la continuité d'une première mission parlementaire conduite par Lambert Mende Omalanga il y a 5 mois. L'objectif est de mettre en place un groupe bilatéral d'amitié entre les deux parlements permettant d'évaluer régulièrement les projets d'intégration économique et les efforts de sécurité transfrontalière. Il est important de construire une relation de confiance et d'anticiper les malentendus, a déclaré Vital Kamerhe à son arrivée à Kampala. La diplomatie parlementaire est un outil essentiel pour parvenir à une meilleure compréhension mutuelle et à une coopération plus étroite, a-t-il ajouté. La visite de Vital Kamerhe sera l'occasion de discuter de ces sujets sensibles et de tenter de trouver des solutions pour apaiser les tensions entre les deux pays. En plus bref, Jean-Pierre Bemba ordonne la fermeture des ports illégaux, y compris dans les zones sous contrôle du M23. Dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où certaines zones restent sous le contrôle du mouvement rebelle M23, plusieurs ports fluviaux et lacustres non homologués sont désormais visés par une mesure de fermeture. Le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a transmis à son homologue de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani Louko, une liste officielle de tous les ports jugés illégaux à travers les territoires nationaux. Ces infrastructures non reconnues par l'État doivent être fermées immédiatement, selon les instructions du vice-premier ministre des Transports. À l'international, le Niger et l'Iran ont signé un protocole d'accord renforçant leur coopération sécuritaire lors d'une visite de 2 jours d'une délégation iranienne à Niamey. Cette visite fait suite à celle du Premier ministre nigérien à Téhéran en avril 2023. Le Niger, depuis les coups d'État de juillet 2023, multiplie les partenariats notamment avec la Russie, la Turquie et le Maroc. Ces rapprochements avec l'Iran marquent une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification des alliances. Reportage. Le Niger et l'Iran ont renforcé leur coopération sécuritaire jeudi 8 mai avec la signature d'un protocole d'accord à Niamey. Cette visite d'une délégation iranienne, la seconde à un an, intervient dans un contexte de renforcement des partenariats du Niger depuis le coup d'État de juillet 2023. La délégation iranienne, conduite par le commandant général des forces de sécurité iraniennes, Rezaï Redan, a rencontré les ministres nigériens de l'Intérieur, le général Latumba, pour discuter des axes de coopération possibles. La lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, ainsi que les contrôles des frontières, ont été au cœur des discussions. Ces protocoles d'accord prévoient notamment la formation des forces de sécurité nigériennes et le partage d'informations. L'agence nigérienne des presse précise que la formation et le partage d'informations seront au cœur de ces partenariats. Un chercheur spécialiste du Niger qui souhaite rester anonyme souligne que l'intérêt de Niamey réside notamment dans l'accès aux équipements iraniens, en particulier les drones. Téhéran, quant à lui, pourrait être intéressé par l'uranium nigérien. Le Niger, confronté à des difficultés financières, possède plus de 1000 tonnes d'uranium non exporté stocké dans le nord du pays. Cet uranium est produit par les Sommaires, filiale du groupe français Orano, avec lesquels les relations se sont tendues ces derniers jours. Ces rapprochements entre le Niger et l'Iran interviennent dans un contexte de tension avec les États-Unis. En 2022, le Premier ministre nigérien
Ali Mahaman Lamine Zein avait accusé Washington d'avoir menacé son pays des sanctions en cas d'accord de vente d'uranium avec l'Iran. Il avait alors affirmé qu'aucun accord n'avait été signé avec Téhéran. L'impact de ces nouveaux partenariats sur les relations du Niger avec ses partenaires traditionnels reste à observer. Les motivations de chaque parti et les implications géopolitiques de ces rapprochements seront scrutées de près par les observateurs internationaux. Mesdames et messieurs, c'est avec cette nouvelle que nous arrivons complètement à la fin de cette édition du journal. Tout en vous disant merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Guel Afrique Télévision et là vous serez informé minute par minute, surtout en activant la cloche des notifications. Bon week-end chez vous.